Je le rappelle, ma vision, c'est de démocratiser l'achat de meubles durables faits à partir de ressources locales. Et donc aujourd'hui, pour me développer, j'ai besoin de passer en société. Mais avant de passer en société, j'ai besoin de m'assurer que Sillage sera rentable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de créer un business plan et un prévisionnel financier, ce qui va me permettre de m'assurer que voilà, il y a un avenir, tu vois. Bonjour à toi, je m'appelle Terry. Et moi, c'est Hugo. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'Indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté, au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni des millionnaires, ni des formateurs. En fait, tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on commence la discussion avec Hugo et un point business. Comment tu vas, Hugo ? Ça va très bien, Terry. Et toi, comment tu vas ? Ça va super bien. Oh putain. Attention. Okay. Je pense que celui-là, il a saturé. Ah la vache. Les oreilles de nos pauvres auditeurs. Oh non, je le réduirai. De toute façon, j'ai vu la courbe qui a explosé, tu sais, ça a saturé sur mon micro. En même temps, voilà. On n'a jamais repoussé les limites de nos micros, donc là, on va les tester, là. Ça y est, c'est fait. Bon, pourquoi sais pourquoi je suis plein d'entrain comme ça, là ? Ben oui, mais justement, je voulais savoir pourquoi t'es plein d'entrain comme ça, là. Parce que pour la première fois, j'enregistre debout. Et du coup, ça me donne une énergie. Ok. Écoute, moi, j'ai pas la possibilité d'enregistrer debout, mais on va voir ce que ça donne, hein. Si t'es plus dynamique ou pas. Mais oui, et puis il faut voir si ça dure tout le long du podcast aussi. Oui, c'est clair, parce qu'une demi-heure debout... Ouais, peut-être qu'au bout de 5 minutes, je vais être ravagé sur le bureau et je vais être... c'est une mauvaise idée. Non, mais en vrai, de temps en temps, je pense que ça peut être cool. Moi, j'aime bien travailler debout des fois au taf. J'ai l'opportunité de le faire. J'ai pas un bureau qui se lève, mais j'ai une salle de réunion où il y a une table qui peut se lever. Donc, j'y vais de temps en temps. C'est cool. Ouais, c'est bien. Ça te redynamise, ça casse un peu la routine et tout. Exactement. Je comprends. Bon, alors, du coup, le point du jour. Tu nous teases un petit peu ? Ouais, bah écoute, petite actualité sillage pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement. Et puis bah après vous raconter un petit peu le projet les projets que j'ai pour sillage. La dernière fois, pour resituer un petit peu, j'ai parlé de mes objectifs. Oui. Et j'ai fait un petit storytelling sur ce qui s'était passé du coup le mois dernier, enfin les 2 derniers mois on va dire. Décembre, janvier, avec l'école, IRIG. Parce que t'en attendais beaucoup de ces 2 mois-là, justement. Effectivement, exactement. Ouais. Et du coup, pour faire un petit résumé, en fait, t'avais la possibilité d'être aidé dans ton projet au sein de la formation que tu as choisi de refaire après ton école d'ingé. Absolument. Et malheureusement, tu n'as pas pu accéder à cette aide, c'est ça ? Exactement, et la raison, elle est simple, c'est que pédagogiquement, le projet était trop avancé pour que ça soit intéressant pour l'école. Donc, je connais pas les détails, mais si vous voulez, la différence qu'il y avait entre tous les projets qui ont été présentés et le mien, c'est que le mien, en fait, il est lancé depuis 2 ans. J'ai déjà des clients, j'ai déjà un chiffre d'affaires. Et les autres, en fait, c'était juste des idées. Donc, le business model pouvait être challengé, le BP pouvait être challengé. Enfin, il y avait encore tout à construire, entre guillemets. Ouais, il y avait tout à faire. C'est ça. Moi, ça reste en fait de la transformation, du développement, on va dire, d'un business model, développement d'une façon de faire, de processus. Donc, c'est différent. Et pédagogiquement, en fait, c'était pas l'objectif de l'école. Donc, très déçu. Donc c'était malheureusement la conclusion de la semaine dernière. Ouais, effectivement. Ouais. Mais bon, t'es en voie pour la richesse et normalement tu t'arrêtes pas là. Alors qu'est-ce que c'est la suite ? Du coup, dis-nous tout. Ouais, écoute, après cet épisode assez tumultueux, plein d'émotions aussi. Plein d'émotions. Ouais. J'ai réfléchi et j'ai mis un petit peu de temps à accepter. Et puis bon, voilà, au bout d'un moment, tu sais, faut avancer, tu retournes et tu te relèves. J'aimerais bien expliquer pourquoi j'en attendais beaucoup de ça. C'est que ce que je disais la dernière fois, c'est que je suis tout seul à développer Sillage.
Ce qui fait que c'est compliqué de tout porter, de tout développer, parce que je rappelle dans une boîte, hein, si tu divises on va dire en quartier, t'as le marketing, t'as la communication, t'as la qualité, t'as la production, t'as l'administratif, t'as la Le stratégie. rationnel, Ouais. le suivi de chantier. T'en as des postes. T'en as des postes. Donc moi je fais tout et quand la stratégie, c'est ce qui en fait permet de donner un cap à l'entreprise. Et quand t'es tout seul, se remettre en question et donner le cap et à la fois appliquer le plan d'action pour arriver au cap, c'est pas facile. Surtout quand tu fais ça avec ta bite et ton couteau, tu vois. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper stimulant. L'école et l'entreprise dans laquelle je suis en alternance, ça me stimule énormément parce que c'est full entrepreneuriat et que j'ai plein d'idées dans tous les sens. Sauf que c'est bien d'avoir des idées, mais après, il faut les appliquer, tu vois. Ouais. Donc, quand t'as déjà plein de choses à faire, évidemment, c'est plus dur. Exactement, parce qu'en parallèle de ça, il faut un peu continuer l'activité, mais je te cache pas que j'ai quand même arrêté, on va dire, de relancer les annonces. En tout cas, je fais pas de pub, je crois que je l'avais déjà dit. Ouais, tu réduis un peu le trafic. Ouais, je réduis carrément le trafic parce que je veux me concentrer plutôt sur la stratégie et du coup me libérer du temps parce que honnêtement, l'école est... Après, c'est pas une si mauvaise idée de faire ça parce qu'en fait, du coup, tu travailles comment là ? Tu travailles avec les recommandations, tes anciens clients et du coup, ça, c'est que de la bonne clientèle. C'est exactement ça, ouais. Finalement, c'est presque premium comme service. Ouais, et puis c'est un régal hein, parce que du coup les gens qui viennent te voir en fait ils viennent d'eux-mêmes et puis soit ils reviennent, soit ils viennent, ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux et du coup c'est agréable de pouvoir travailler avec eux, ça c'est clair. T'es pas là à négocier donc c'est cool. En tout cas je me suis un petit peu perdu dans ce que je voulais dire, mais il y a pas de souci. Du coup, je te remets un peu sur les rails, c'est que on était resté sur un épisode où malheureusement ça s'est mal fini, mais du coup tu rebondis, t'as une stratégie pour aller plus loin et tu dois nous expliquer ce que c'est aujourd'hui. Ouais, en fait grossièrement du coup le projet que j'ai pour Sillage, c'est déjà dans un premier temps de transformer de l'intérieur, c'est-à-dire de revoir les processus et de revoir la vision en fait de la boîte. Parce qu'aujourd'hui, je veux pas seulement en fait créer une boîte de menuiserie comme toutes les autres, parce que je veux pas faire artisan. Ouais, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. C'est pas la plus-value que j'ai envie d'apporter. Toi, ton facteur différenciant, du coup, c'est quoi ? Le mien, c'est la gestion de projet innovant. J'ai envie de rajouter le mot innovant devant parce que c'est quand même ma formation aujourd'hui. Donc, je peux ajouter de l'innovation dedans. Ça peut passer par plein de choses différentes, hein, mais typiquement, ça passera sûrement par de la tech un petit peu. Alors ça peut paraître bizarre un petit peu dit comme ça, mais oui, parce que en fait d'un côté tu veux faire quelque chose de très naturel, du bois local, etc. Ouais. Et après tu rajoutes de la tech. Donc quel est l'objectif derrière tout ça ? L'objectif c'est en fait il y a une première phase où en gros je veux pouvoir avoir un parcours client sur un site internet que je vais créer. Et sur site internet... Alors, c'est quoi un parcours client ? Ouais, alors, en gros, c'est un site vitrine, c'est un site internet, un site web que tu crées. Et le parcours client, c'est simplement le parcours que le client va effectuer pour acheter, on va dire, un meuble, par exemple. Tu vois. Ouais, donc, on appelle souvent ça le tunnel de vente ou l'entonnoir. Ouais, effectivement, ouais. Donc, j'utilise pas forcément les bons termes, parce que voilà, il y en a peut-être qui vont me taper sur les doigts, mais je les connais pas par cœur et j'avoue que je fais un peu de jargon. Néanmoins... oui, mais c'est pas très grave, l'important c'est de faire. Voilà, complètement. Ce qui est simple à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de site internet et qu'il m'en faut un. Donc ça, c'est la base, tu vois, c'est le truc. Ouais. Donc, d'ailleurs, t'as regardé un petit peu ça de ce côté-là, parce qu'il y a des tonnes d'outils aujourd'hui pour en faire très facilement, mais complètement. Quasi gratuitement. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs... il y a les classiques WordPress, il y en a un paquet. Ouais, alors je ne conseille pas WordPress, mais du coup... Tu conseilles pas ? Parce que c'est très compliqué et que il y a beaucoup plus simple. Voilà. Ouais, c'est un petit peu une usine à gaz, mais par contre, c'est la façon dont ça a été fait sur les, j'ai envie de dire, 10 dernières années par la majorité des gens. Donc, c'est aussi très connu, très renseigné. Il y a beaucoup de formations là-dessus. Donc, d'un côté, c'est complexe. De l'autre, c'est très entretenu par la communauté.
Peut-être. En tout cas, les retours que moi j'en ai vis-à-vis des développeurs web avec qui je travaille dans l'entreprise là où je suis, Elsia, parce que c'est des web développeurs qui travaillent là-bas, ils me disent tous que faut fuir WordPress. Donc bon, écoute, Bon, en tout cas, moi, ça me tente pas parce que de toute façon, c'est compliqué à faire. Faut être hyper calé là-dedans. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, je pourrais pas le faire moi-même. Ça, c'est évident. D'accord. Donc, ça veut Moi, dire j'en avais fait un, si jamais. en WordPress. Ah ouais. Ouais. Bah, écoute, moi, j'ai pas trop envie de m'embêter à passer des heures à faire ça. Je sais qu'aujourd'hui, moi, j'utilise en fait des outils no-code pour oui, pouvoir. c'est beaucoup mieux quand même. C'est bien mieux. Alors, no-code, ça veut dire ne pas utiliser de code informatique. Tu n'as pas besoin de savoir coder pour le faire, tout simplement. Absolument, c'est exactement ça. Et avant d'enchaîner, j'aimerais conseiller une chaîne qui, moi, me plaît énormément. J'ai dû t'en parler, Terry. C'est la chaîne de Shubham Sharma. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description. C'est un mec qui est extraordinaire. Moi, il me passionne, honnêtement. Il parle d'entrepreneuriat, de no-code, de Notion, mon outil préféré maintenant. C'est un expert Notion. Il parle d'automatisation, de productivité. Et c'est typiquement ce que tu es en train d'essayer de chercher en fait aujourd'hui. C'est marrant, ça. C'est un régal. Franchement, c'est un régal. Et toutes ces vidéos on est un peu en train de se perdre, j'ai l'impression, oui, par rapport au sujet du jour. Non, on parlait de site internet. Non, mais du coup, en gros, si tu veux, après, si je reviens un petit peu chronologiquement, après la présentation que j'ai faite et où j'ai pas été accepté par le jury, il s'est passé 3 semaines ou 4 jusqu'à du coup il y a la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, où j'ai fait un rendez-vous en fait avec la startup manageuse d'Irig, qui elle s'occupe de l'incubateur de l'école, donc de l'Innover. D'accord, ouais. Et en fait, j'attendais ce rendez-vous donc avec impatience, puisque du coup, moi, comme je suis tout seul, j'avais trop d'idées dans la tête, je savais pas par où commencer, je savais pas si c'est le plan que je m'étais fait en tête, il était le bon. Et donc j'attendais en fait qu'elle prenne du recul vis-à-vis, enfin en tout cas qu'elle me donne son avis sur ce que j'avais fait, ce que j'avais commencé à entreprendre, sur la vision que j'en avais. Et donc du coup ça s'est très bien passé, et aujourd'hui je sais un peu plus ce que je veux faire. Et aujourd'hui le plan d'action il est simple. Sillage, si je veux le développer comme je souhaite, donc passer en société et passer à la vitesse supérieure, aujourd'hui il faut que je fasse un BP et un prévisionnel financier, donc un business plan et un prévisionnel financier, pour m'assurer que si je me lance réellement, il y a un réel intérêt financier, c'est-à-dire que je me lance pas dans une aventure où c'est pas rentable, tu vois. Donc on en revient toujours à la même chose, la rentabilité. Tu te souviens que je t'avais parlé de quelque chose comme ça au tout début, quand tu passais beaucoup de temps à faire des meubles, je t'ai demandé combien ça te rapporte à l'heure. Oui, alors... Tu te souviens de ça ? C'est... Ouais, vaguement, ouais. Mais en fait, au début, tu étais en train d'apprendre plein de choses, et tu avais un peu la tête dans le guidon. Je t'ai dit, mais est-ce que c'est rentable au moins ce que tu fais ? Combien tu gagnes à l'heure ? Et du coup, je t'avais dit, estime un petit peu ce que tu fais, regarde combien ça t'a rapporté vraiment en marge, et tu vas savoir combien tu gagnes de l'heure. Et en fait, tu as fait le calcul rapidement de tête, et tu gagnais quasiment rien. Et à la suite de ça, tu avais choisi d'augmenter un petit peu tes tarifications. Ouais. C'est bien possible. En tout cas, non mais complètement. Du coup, et puis suite à ça, en fait, j'ai aussi calculé ce que valait mon temps grâce au livre de... je l'ai plus. Attends, je vais retrouver, c'est un YouTuber. Votre temps est infini de je sais plus qui. C'est un YouTuber, je crois. Comment il s'appelle ? On va retrouver. Ouais, je me rappelle plus. Ouais, bon, en tout cas, pour être dans le concret, parce que j'effleure le projet. Aujourd'hui, si tu veux, ma vision de sillage, c'est de rendre en fait le mobilier de qualité accessible pour tous. Et donc ce que je veux à terme, c'est pas seulement en fait délivrer du beau meuble fait par des artisans locaux avec des ressources locales, c'est en fait démocratiser l'achat de meubles qui sont faits comme ça. Aujourd'hui, l'achat de mobilier sur mesure, fait avec du bois qui vient de la forêt d'à côté de chez toi, est fait par des artisans qui viennent ça vaut une blinde, et c'est réservé à une certaine élite. À terme, je pense que le circuit court, et ça, tu vois, ça s'est développé énormément avec la nourriture. Pourquoi pas avec le mobilier, tu vois. Mais du coup, qui dit qualité dit matière première onéreuse. Comment tu vas réussir à
réconcilier les deux? C'est une très bonne question. J'ai pas encore répondu. J'y ai pas encore répondu. D'accord. Mais par contre, en travaillant avec des séries locales et avec des petites séries, et ben en fait, je m'y retrouve plutôt bien. D'accord. En tout cas, voilà, c'est pas quand je travaille pas avec des usines à gaz, il y a pas trop de compétitivité. En fait, les petits scieurs, enfin, c'est compliqué. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est un peu à l'encontre de l'idée de l'industrie. Mais oui, mais complètement. Parce que l'industrie, c'est justement faire des gros volumes pour maîtriser un maximum de variables et du coup réussir à tirer les prix vers le bas. Absolument. Et là, tu es en train de dire l'inverse. Et pourquoi comment ça se fait? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, j'ai un référentiel un peu biaisé dans le sens où moi, avec les personnes avec qui je travaille pour me fournir en bois, en fait, elles ont pas l'enjeu de devoir en vivre non plus, tu vois, comme moi, avec Sillage. Ce qui fait que c'est une activité secondaire et qui, du coup, permet d'avoir des prix compétitifs. C'est ça l'idée. Ah oui, ok, j'ai compris. Voilà. Et donc, en fait, moi, mon objectif, c'est de travailler avec ce genre de personnes-là parce que du coup, enfin, moi, je m'y retrouve, tu vois. Mais du coup, si c'est des side business, hein, c'est ça que tu dis? Ouais, grossièrement, ouais. Ok. C'est ça. Donc, si c'est des side business, est-ce que tu peux compter sur eux aussi de façon très professionnelle? Oui, ça, oui, y a aucun problème. Après, le plus gros problème, c'est au niveau de la fourniture de la matière et puis au niveau de la quantité, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il faut que il faut que je trouve plusieurs fournisseurs et que je m'occupe de l'enlèvement et de la livraison de la matière. C'est surtout ça, un petit peu. Donc pour l'instant, tu es en train de chercher du sourcing de matières premières? Ouais, plus ou moins, ouais, mais ouais, clairement. D'accord, ok. Bon, en tout cas, voilà. Ma vision, c'est ça, c'est démocratiser l'achat de meubles durables faits à partir de ressources locales. Et pour ça, je réponds à un pain point qui est que aujourd'hui, c'est pas accessible, tu vois. Et que le constat aujourd'hui, c'est que c'est fait soit par des grosses enseignes de type Roche-Beaubois. Donc, je sais pas si vous connaissez. Oui, ouais. Moi, je connais en tout cas. C'est quand même vachement industrialisé, tu vois. Et moi, je trouve que ça n'apporte pas vraiment de valeur, honnêtement. C'est-à-dire, ton meuble, il est pas unique. Bah, oui, voilà. Je sais pas si c'est une histoire de valeur, mais en tout cas, tu vas voir un artisan pour avoir quelque chose qui est fait pour toi, et tu vas voir une industrie pour avoir quelque chose qui est pas cher en général. Exactement. Et donc, c'est soit tu passes par ce type de boîte, soit tu passes par des petits artisans locaux. Donc, aux compétences qui sont incroyables, hein, mais du coup, qui sont peu connus parce que c'est souvent très localisé. Et ils sont généralement, tu vois, c'est le sujet sur lequel je travaille avec Craftéo, hein, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pas digitalisés, donc peu connus, parce que peu présents sur les réseaux, tu vois, et peu présents sur Internet. Et pourtant, c'est devenu indispensable. Complètement. Et donc, en fait, moi, si tu veux, Sillage, ma vision, c'est de me positionner entre les deux. T'es un intermédiaire, mais qui fait gagner à tout le monde, en fait. Exactement. C'est-à-dire que je veux processiser le truc, pas l'industrialiser, parce que je veux pas, en fait, je veux pas employer 1000 personnes. C'est pas mon objectif. Je veux rester à taille, on va dire, humaine, entre guillemets, mais sur différentes localités. Collaborer avec des artisans dans la région de Nantes, par exemple, pour fournir des clients qui sont dans cette zone-là aussi, avec de la matière qui provient de cette zone-là, et essayer d'avoir des coûts, on va dire, minimum pour avoir des prix compétitifs, tu vois. Et en tout cas, rendre le meuble accessible. Ok, j'ai compris. Mais du coup, en quoi c'est une transformation par rapport à ce que tu faisais avant? Parce que ça ressemble un petit peu finalement. Alors, ça ressemble un petit peu, mais aujourd'hui, c'est à une échelle différente. Là, je veux le mettre à une échelle beaucoup plus importante. Et donc là, actuellement, j'ai 4 sous-traitants. À terme, j'aimerais en avoir 3 fois plus. Ce qui me permettrait grosse évolution de. C'est ça. Okay. Donc c'est le premier niveau d'évolution, c'est avoir augmenté de capacité en termes de sous-traitance. Donc ça veut dire forcément acquérir du lead, donc avoir une stratégie marketing. Ça, c'est encore un autre point qu'il faut que je développe. Et la deuxième phase, c'est ensuite du coup me développer dans différentes localités, parce que évidemment, je peux pas tout de suite me placer à la fois à Lyon, à la fois à Nantes, à la fois à Bordeaux, tu vois, et à la fois à Lille. Ouais. C'est pas possible. Mais pour l'instant, la première étape, c'était Nantes. Exactement. Et tu envisages de le faire à plusieurs endroits. Exactement. Parce que ça, c'est super, ça. Parce que le cœur du truc, c'est la localité, c'est la proximité, c'est dans mes valeurs. Et c'est les valeurs que je dégage de Sillage, tu vois. Donc en fait, la seule chose que tu n'auras pas à proximité, c'est toi, c'est ton savoir-faire, mais qui est
100% intellectuel finalement. C'est 100% intellectuel. Et aujourd'hui, en fait, j'interviens en fait comme mise en relation entre le client et l'artisan qui n'a pas de visibilité et le client qui ne connaît pas l'artisan mais qui veut du beau meuble. En fait, c'est ça, c'est pour ça que je te dis que je me fais un place peu vraiment. plus que ça quand même, parce que tu fais aussi le design, Oui. la compréhension du client, la transformation en devis. Enfin, tu fais quand même beaucoup de choses. Absolument. Mais du coup, là, à terme, peut-être que voilà, enfin, c'est même quasiment sûr que j'embaucherai voilà peut-être des designers ou voilà des architectes d'intérieur, j'en sais rien. Mais des personnes qui s'occupent de la partie, on va dire, création, et d'autres personnes qui s'occupent plutôt de la partie logistique. Parce qu'il y a tout ce problème, tu vois, on en a parlé un tout petit peu, mais tout ce problème d'approvisionnement matière qui est quand même un gros défi, hein, parce que vouloir utiliser de la ressource locale, hein, je vous cache pas que même si ça provient de 10 km, bah les gars... ouais, ça prend la tête un petit peu. Bah, ça prend la tête, parce que en fait, c'est pas surtout facile. Que toi, tu n'as pas d'entrepôt pour stocker, hein, c'est du flux direct. Oh, absolument. Donc, mais ça, c'est pareil. Tu as une histoire de délai, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ouais. C'est quand même pas la façon la plus simple de gérer en général. Non, mais de toute façon, ça c'est évident qu'à terme, j'investirai dans un bâtiment de stockage, voire des bâtiments de stockage. Je peux pas faire autrement, en fait. Je suis obligé d'avoir une zone tampon. D'une part, parce que si je veux m'occuper... Par contre, ça demande d'augmenter fortement le nombre de clients que tu as aussi. Oui, absolument. Mais ça, comme je te disais tout à l'heure... C'est pour ça le business plan, enfin... Ouais. Ah, mais complètement. J'imagine, hein. Ah, mais complètement. Le conseil, il a été donné pour que tu aies des étapes de développement et que tu fasses pas les choses dans le désordre, parce que si aujourd'hui tu loues un bâtiment, tu vas perdre beaucoup d'argent, le temps d'augmenter ta capacité de production, le temps d'augmenter ta base client, etc. Absolument. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Je peux pas augmenter mon nombre de clients sans avoir augmenté mon nombre de main-d'œuvre, donc de fournisseurs, d'artisans, ouais. Ben voilà, c'est ça. En fait, il y a forcément un problème dans le processus si j'y vais pas étape par étape et en augmentant tout, tu vois. La première étape, tu vois, que Marion m'a dit direct, c'est de retravailler ma proposition de valeur. Parce que à la fois, en fait, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais mes clients, c'est les particuliers ou les professionnels, mais c'est aussi en fait les artisans, parce que les artisans, si tu veux, j'avais déjà mentionné, ils sont pas dépendants de moi pour vivre. Oui. Et moi, à terme, je ne serai pas dépendant d'eux pour vivre non plus, parce que j'aurais, tu vois, une dizaine de sous-traitants qui me permettra de dire... T'as pas le problème que s'il y en a en vacances, tu sais plus comment fournir. Exactement, c'est exactement ça. Ok. Donc en fait, il faut que si je veux collaborer avec eux, il faut que ça soit du donnant-donnant. Donc par contre, une question me vient là. Ouais. Si c'est pas des professionnels à temps plein, si c'est des side business qui sont pas sur Internet, comment tu les trouves, toi ? Tu me parles de quoi là ? Les artisans. Oui. Comment ils sont pas sur Internet, t'as dit ? Ah oui. Ils sont pas forcément 100% du temps à ce métier-là, donc ils doivent pas être très représentés non plus sur le marché. Ouais. En plus, t'es pas présent là-bas. Actuellement, t'es sur Lyon. Absolument. Alors c'est quoi ? C'est du bouche à oreille ? C'est quoi ? Alors il y a du bouche à oreille, effectivement, et le réseau c'est important. Le réseau c'est important. Et ensuite. T'as plein d'organismes, hein. Enfin, je veux dire, rien que la CAPEB, ça te référence tous les artisans qui sont qui cotisent à la CAPEB. La CAPEB, c'est une. Attends, je vais retrouver la définition de CAPEB parce que sinon les gens ils vont c'est une bonne idée ça. La CAPEB, c'est Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Donc c'est un syndicat professionnel. Okay. Ouais. Et en gros, tu peux cotiser dedans et tu as des avantages, notamment en fait, ça te permet de faire partie d'un réseau, donc de bénéficier d'avantages sur des prix, par exemple pour des camions, si tu veux en acheter un, ou si tu es en galère d'affaires, d'activer le réseau là-bas, et tu vois, c'est à ça que ça sert. Hein, ou au contraire, si tu as trop de clients et que tu peux pas les honorer. Exactement. Je comprends. D'accord. Et donc du coup, pour y revenir, au final, c'est notamment comme ça que je les trouve, c'est grâce à ces réseaux-là. Et en fait, c'est simple, hein, moi je les appelle, et je l'ai déjà fait, hein, pour Lyon par exemple, j'ai déjà testé pour voir s'il y avait des gens qui seraient intéressés pour collaborer avec moi en sous-traitance. Et les gens sont généralement chauds, quoi. Ouais, je leur explique mon projet, je leur explique un peu le principe. Ils me disent, bah écoutez, moi je crache pas sur l'argent, quoi. Donc, oui, c'est clair. Et puis si a priori ils se sont mis là-dedans, c'est qu'ils ont quand même envie de le faire. Non mais c'est ça, et puis du coup ce que je voulais dire par proposition de valeur, donc proposition de valeur, hein, je le rappelle, c'est dans le business model, hein, c'est l'élément central, hein, c'est quelle valeur tu apportes à tes clients.
Donc moi, mes clients, c'est à la fois les particuliers et les professionnels, mais c'est aussi finalement les artisans, puisque la valeur que je leur apporte, elle est à la fois financière, mais elle est aussi, elle peut être aussi en termes de réseau, elle peut être, en tout cas, il faut que je la retravaille, tu vois, pour qu'elle soit bien précise et que je file un contrat au sous-traitant pour que voilà, tous les termes soient bien clairs. Donc aujourd'hui, en fait, tu es sur un tournant pour ta société. Tu passes j'ai l'impression du Hugo dans le garage qui a vendu ses premiers meubles à essayer de monter une vraie entreprise. Ouais, clairement. Ouais, complètement. D'accord. Donc, c'est exactement ça. Et du coup, les étapes, là, les prochaines étapes, parce que t'as parlé de faire un business plan, c'est pour quand que tu le prévois, ça? Alors, le plus rapidement possible. Honnêtement, je vais essayer de faire la V1 pour le prochain épisode d'entrepreneuriat avec Bâtisseurs d'indépendance. Ça va me forcer un petit peu dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, bon, j'espère que ça s'est pas entendu. Le chat a défoncé le micro. J'ai rien entendu. Ok, parfait. Donc du coup, non, les étapes, là, c'est prévisionnel financier et business plan. Je réitère, en fait, voilà, je fais de l'itération, je fais des allers-retours avec Irig pour qu'il me le valide, qu'il me le challenge. Et voilà, que ça soit un truc en solide, béton, tu vois. Donc je rappelle, un prévisionnel financier, hein, c'est sur 5 ans. Vous devez prévoir sur 5 ans le nombre de ventes que vous allez faire à un certain tarif, ce qui va vous donner votre chiffre d'affaires, et vous allez devoir prévoir vos dépenses, qui sont en fait vos investissements, dans voilà, plein de choses, typiquement acheter un bâtiment, acheter des machines. Donc si ça c'est solide, à ce moment-là, moi je passe à la phase 2 qui est du coup déclarer sillage en société, lever des subventions pour du coup m'aider à lancer le projet. J'ai pas besoin de faire de levée de fonds, hein, parce que honnêtement j'ai quasiment rien besoin de lever. Et c'est ça l'avantage aussi du projet. Et ça c'est un point que je veux préciser, c'est qu'aujourd'hui ce qui est incroyable, c'est que avec Sillage, je peux aller super loin sans lever pas grand chose, enfin en levant pas grand chose, tu vois. Pourquoi ? Oui, parce que en fait c'est de la propriété intellectuelle finalement. Exactement. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est quoi ? C'est d'un site et point barre. Pourquoi ? Parce que la matière, finalement aujourd'hui c'est mes artisans qui la possèdent. Si je les approvisionne, ça va directement chez eux, j'ai pas besoin de bâtiment, j'ai pas besoin de machines parce que c'est eux qui les possèdent, ils sont tout équipés, puisque en fait je le rappelle, ils vivent de leur activité, ils vivent pas de la mienne, hein, donc moi je viens juste me greffer à eux, j'utilise leurs compétences, leur matière, leurs machines. Et donc, j'ai pas besoin de moi d'investir dans des locaux et dans des machines. Et ce qui est le plus gros poste de dépenses dans une entreprise, dans une maison. Oui, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont tes principales problématiques, ou du moins les prochaines choses que tu vas devoir résoudre pour réussir à faire tout ce que tu veux ? C'est une excellente question. De un, j'ai besoin déjà de construire un premier site vitrine en no-code pour déjà capter du lead. Et deuxièmement, j'ai besoin de prévoir en fait combien je vais vendre de meubles et à quel prix. Donc c'est rebasculer dans mes 2 ans, tu vois, d'activité pour savoir en moyenne combien j'ai vendu une table, en moyenne combien j'ai vendu une console, quelles sont les périodes auxquelles j'ai vendu le plus, tu vois, pour essayer d'être le plus précis possible, anticiper tous les investissements. Donc typiquement, moi je vais devoir me rapprocher d'une agence de marketing pour savoir un peu la stratégie, savoir combien ça va me coûter. Et puis ensuite me rapprocher d'un web développeur sûrement full stack, donc qui va faire le front et le back d'un site internet. Alors là, tu as utilisé beaucoup de mots anglais, il va falloir définir pour les gens qui sont anglophones. Ouais, grossièrement, full stack, c'est simplement un poste, développeur full stack. Et ça, un full stack, il développe à la fois le back d'un site et le front. Le front, c'est ce qui est visible, le back, c'est ce qui est pas visible. Voilà, il faut juste retenir ça. Donc en gros, le front, c'est le visuel, c'est ce que va avoir le client. Mais en fait, pour le faire fonctionner, il a besoin d'une structure informatique. Et donc ça, c'est le back, c'est l'arrière du site. C'est ça. En gros. Bref, en tout cas, voilà. Il faut que je fasse tout ça. Et j'ai encore plein d'autres choses à dire, mais grossièrement, voilà. Okay. On fera le prochain point. On fait un petit récap peut-être de tout ce qui a été dit, parce que c'est vrai que ça en fait pas mal là. Écoute, c'est simple. Alors, le récap, c'est que j'ai fait un point avec la startup manageuse d'Irig qui s'appelle Marion, qui du coup m'a aiguillé et qui m'a donné son avis sur la vision que j'ai du développement de sillage.
Je le rappelle, ma vision, c'est de démocratiser l'achat de meubles durables faits à partir de ressources locales. Donc ça, c'est à terme, hein, évidemment. Mais entre-temps, ma mission, c'est de délivrer du mobilier fait sur mesure à partir de ressources locales par des artisans locaux dans la région nantaise. Donc ça, c'est un point bien précis. Et donc aujourd'hui, pour me développer, j'ai besoin du coup de passer en société. Mais avant de passer en société, j'ai besoin de m'assurer que Sillage sera rentable avec du coup les prévisions de vente que je compte faire, avec aussi les prévisions de dépenses, donc d'investissement que je compte effectuer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai besoin de créer un business plan et un prévisionnel financier, ce qui va me permettre de m'assurer que voilà, il y a un avenir, tu vois. Et avant de passer à la vitesse supérieure. Donc voilà. D'accord. Ok, merci pour le résumé. Avant de conclure, je vais demander aux gens de penser à liker, à vous abonner, à mettre des notes, à faire des partages, etc. Parce que c'est très peu partagé ce podcast et du coup on en a besoin pour la croissance. Donc merci à vous par avance. Merci encore et puis effectivement n'hésitez pas à partager et à commenter et à liker. Merci beaucoup. Et même nous envoyer des messages, hein. Évidemment on est... De ouf. On est humain et puis on aime bien répondre à ça, donc n'hésitez pas. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Ouais, moi je dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker encore une fois et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Et aussi si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. Ciao. La bise.